se sont toujours très peu préoccupés des circonstances dans lesquelles les œuvres qu'ils exposent ont été découvertes. Sans scrupule, les grandes puissances pillèrent les colonies afin d'enrichir leur propre collection. Aujourd'hui, il semble aller de soi que ces œuvres prises dans le passé constituent l'essentiel de nos richesses artistiques. Mais de quel droit ? Un bazar à Kaboul, en Afghanistan. Dans une arrière-salle obscure, s'entassent des têtes de Bouddha de toute taille et de toute forme. Elles paraissent authentiques. La destruction des Bouddhas de Bamiyan a provoqué l'indignation internationale. Pourtant, les attaques iconoclastes des talibans font des heureux. Le commerce illégal est florissant et une multitude de fragments d'idoles, mis à l'abri avant la campagne de destruction, attendent preneurs. L'Afghanistan est un pays pauvre. Pour la population, piller ces sites voués à la vindicte religieuse est une activité très lucrative. Les bouts de patrimoine s'échangent facilement contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Qui sont les coupables ? La demande d'objets anciens est telle actuellement que le marché ne peut plus être couvert par les circuits légaux. Les pilleurs ont déniché là un formidable allié, le marché international des objets d'art. En 1996, 26 États ont signé la convention de l'UNESCO interdisant le commerce d'objets d'art anciens. En renforçant la coopération internationale, cet accord vise à lutter contre le commerce illégal et la dilapidation du patrimoine mondial. Mais comment fuir le cercle vicieux alimenté par le dénuement d'une part et l'argent facile de marchands d'art peu scrupuleux de l'autre ? La situation semble sans issue. Les organisations criminelles internationales ont fait du pillage de tombes la troisième source de revenus après la drogue et les armes. Enquête en Égypte. C'est l'apothéose pour les Abd el-Razzour. 7 jours après la naissance, la légendaire dynastie de pilleurs de tombes fête comme il se doit l'arrivée de son dernier rejeton dans sa demeure cossue de la rive ouest du Nil, près de Luxor. Un folklore savamment entretenu en Haute-Égypte. L'envers moderne et ignoble d'un commerce fort ancien. Dans le collimateur de l'unité spéciale de la police égyptienne, les complices d'une organisation criminelle internationale qui trafique tout ce qui assure de juteux bénéfices. Drogue, armes, trésors archéologiques.
couloirs courts et remises, la roche cache une ouverture. Un passage par lequel un heureux élu a rejoint la vie éternelle à l'époque pharaonique. Aujourd'hui, un poulailler. En Égypte ancienne, les pharaons, mais aussi les hauts fonctionnaires et les aristocrates, se faisaient ériger de somptueux tombeaux-palais, plus ou moins grands, pour accéder à l'éternité. Car la mort n'était pour eux qu'un passage vers une vie meilleure et infinie dans l'au-delà. Et afin que le défunt puisse poursuivre son existence dans les conditions auxquelles il pouvait prétendre, sa famille devait décorer avec faste cette dernière demeure. Ces tombes ont été pillées il y a très longtemps déjà. Il n'en reste aujourd'hui que de faibles traces de fresques sur les murs et les plafonds. Les trésors dérobés ont été dispersés à tout vent, ou dans les musées du monde entier. Noubi Abdelrazoul et son frère se dirigent vers une petite vallée, au-dessus de Kourna, sur les traces de leurs ancêtres. Cette tombe aussi a été découverte un jour par un membre du clan Abdelrazoul. L'histoire du grand-père et de l'arrière-grand-père fait partie du folklore égyptien, la légende des pilleurs de tombes. Mais est-il possible qu'il y ait encore des tombes à découvrir? De quoi rêver encore de fabuleuses trouvailles de momies, d'or et de lapis-lazuli? Oui, il en reste beaucoup, en particulier à Luxor. Sur l'ensemble des monuments, 15% à peine ont été découverts. Il en reste donc 85% à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est plein de tombes par ici. À 2 kilomètres de là, un gigantesque temple vient d'être mis à jour, ou plutôt, ce qu'il en reste. Les ruines du temple funéraire d'Amenophis III. L'œuvre d'un mégalomane. Plus de 500 mètres de large et près de 800 mètres de long. Les colonnes et statues volées en éclats sont reconstituées comme des puzzles. Des ouvriers creusent la boue séchée du Nil, la passent au tamis, puis l'évacuent. Ils sont des dizaines à venir de Kourna et à gagner ainsi leur vie. Ils sont surveillés en permanence, comme l'ensemble du chantier. Es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, diese Leute sind ja im Grunde trotz alledem arm. Il faut bien voir que ces gens sont pauvres malgré tout. Et bien sûr, certains rêvent de se faire un peu d'argent en vendant n'importe quoi à un touriste. Et puis, il y a effectivement le pillage organisé. Enfin, ça se joue à un tout autre niveau. Mais ici, nous avons toujours 2 gardiens sur le chantier, jour et nuit. Il faut surveiller. Cela étant, les gardiens sont prêts à se donner un peu de mal pour un bakchich correct. De toute façon, les plus grands pillages se produisent généralement pendant les plus grosses canicules, lorsque les fouilles officielles sont fermées. Le pillage des tombes demeure un problème très actuel. Voici probablement un autre cas ici. Là aussi, la scène est certainement très belle et très vivante. Ce sont 2 hommes qui portent une corbeille de céréales. Dans les 2 cas, on a essayé de retirer le motif. Nous ne savons pas s'ils ont réussi ou non, les morceaux n'ont pas été retrouvés. Un énorme bout a disparu. On voit encore très bien les traces de coupures ici. Et il est fort possible que cette partie du mur finisse un jour dans une collection privée ou dans un musée. Il suffit d'un morceau relativement petit, comme ici, pour massacrer la moitié d'un mur. Ça doit pouvoir tenir dans une valise. Depuis leur misérable cahute des hauteurs de Kourna, les villageois peuvent apercevoir la plaine fertile du Nil. À leurs pieds, l'imposant temple de Thèbes, l'actuel Luxor. L'Égypte apparaît comme un gigantesque musée à ciel ouvert. En permanence, ils ont sous les yeux l'héritage des pharaons, leur héritage.
sur lequel ils estiment avoir personnellement des droits. Et certains musulmans très religieux ne voilà qu'un bric-à-brac païen pour lequel d'étranges Américains et Européens sont prêts à débourser des sommes exorbitantes. Le gouvernement égyptien a déclaré tout le territoire autour de Luxor zone protégée. Cela avec un succès limité. Solution de fortune, quelques bottes de paille pour camoufler tant bien que mal l'accès à l'une des galeries. La pente est raide, il faut descendre sous le village. Tout un système de galeries a été creusé dans le calcaire crevassé de la falaise, formant un mystérieux labyrinthe de couloirs et de chambres funéraires. Tout en bas, dans les décombres, ce que les pilleurs n'ont pas pu emporter, la partie inférieure d'un sarcophage en pierre qui doit peser plusieurs tonnes. Le Nil, artère de l'Égypte depuis plus de 7000 ans, est longtemps son unique voie de communication. Bien des trésors pharaoniques ont disparu d'ici pour quelques livres égyptiennes et rejoint le nord du pays en felouk. Luxor vit aujourd'hui pour le tourisme. Le cœur de la ville bat au rythme des horaires de train et d'avion. Luxor tout compris. Avec en prime une attraction peu banale, des pilleurs de tombes en chair et en os et en direct. Le propriétaire du restaurant n'est pas le seul à s'opposer catégoriquement au programme d'évacuation. We also ask you to do your best to turn over to Vous devez faire comprendre au reste du monde que ces monuments et ces tombes ne seront pas aussi beaux si on chasse les habitants. look such nice without people. These people, at the same time, they earning their living. Les gens d'ici vivent du tourisme et ils protègent les tombes. And looking after the tombs. So it's much important for the monuments. Il est très important pour le tourisme et pour les monuments que les villageois puissent continuer à vivre ici. Si certains d'entre eux veulent partir, libre à eux de le faire. Mais il ne faut pas les obliger à partir. Je suis résolument opposé à cette idée. Cet endroit n'aurait pas de charme sans ses habitants. Ce serait mort. Si vous comparez cet endroit au temple de Hatshepsut ou à la vallée des rois, on voit bien que ces sites manquent de vie. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas vivre les gens. Ici, on voit vivre les gens. C'est un spectacle intéressant pour les touristes. C'est dans l'intérêt du pays. Des hordes de touristes frappés de pharaonite aiguë prennent le chemin de la nécropole antique. La Haute-Égypte vit de cela aussi. Et aujourd'hui, on parle souvent allemand au royaume des dieux. Wenn man das Grab besuchen möchte, wie schon erwähnt, 40 extra eine Karte für 40 Pfund lesen. Und wie spät ist es jetzt? Wollen Sie mehr Zeit haben? Genug, das bitte schön. La vallée des rois, dernière demeure des pharaons, secret d'État et destination magique des voleurs, chercheurs de trésors et scientifiques. Effrayés par les pilleurs qui profanaient les pyramides pourtant supposées inviolables, les pharaons du Nouvel Empire faisaient creuser leurs tombes au cœur de la montagne. Une énorme pyramide naturelle dans laquelle ils entendaient gagner l'éternité en toute quiétude. Mais cet espoir aussi était illusoire. Dans une vallée voisine, la chambre funéraire du pharaon Haï. Découverte au XIXe siècle par le premier pilleur de tombes de notre temps, Giovanni Battista Belzoni. Artiste de cirque sans grand succès, parti dévaliser l'Égypte pour le compte du consul général britannique. Ses plus féroces concurrents, parmi les prédateurs civilisés, sont les hommes de main du consul général de France. Certains ne reculent devant rien, même pas la dynamite, pour dénicher des trésors antiques dans la vallée des rois. L'archéologie prend des allures de champ de bataille.
Dès lors, des armées de pillards traversent les gorges encaissées du Nil. Tout, de la première momie à la dernière carafe, est sorti du pays et bazardé dans le monde entier. Le trafic d'objets d'art volés est-il aujourd'hui encore un problème pour l'Égypte? C'est un vrai problème parce que les antiquités égyptiennes ont une grande valeur. On peut les comparer à des diamants. Les diamants et l'or suscitent toujours les convoitises. C'est facile à comprendre. C'est une première raison. La deuxième raison, c'est que les antiquités égyptiennes sont disséminées dans tout le pays. Elles ne se limitent pas à celles que l'on garde dans des coffres ou des musées. Il y en a partout. Quiconque prétend que l'on peut surveiller l'ensemble du territoire égyptien est idiot ou inconscient. Un café et un restaurant juste à côté du Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II. C'est aux Abdel Razoul qu'il doit sa prospérité. Non loin de là, il possède aussi une petite manufacture où d'habiles artisans fabriquent des copies irréprochables d'offrandes funéraires. Sur le mur, la galerie des ancêtres du clan. C'est à eux, et à leur découverte spectaculaire du 19e siècle, que Kourna doit sa réputation de village des pilleurs de tombes. Noubi Abdel Razoul est actuellement le chef et en quelque sorte l'attaché de presse du clan. La télévision japonaise s'est annoncée pour la semaine suivante. Et les affaires marchent plutôt bien pour la famille, même si la concurrence locale s'est durcie, explique Noubi. Trop de gens aujourd'hui veulent profiter de la commercialisation du patrimoine culturel égyptien. Mais les Abdel Razoul sont et restent les rois incontestés de la vallée des rois. Une certaine notoriété, comme en témoignent ces coupures de journaux du monde entier, et que Noubi entretient avec brio en commercialisant le mythe des pilleurs de tombes jusque sur les plateaux de télévision européens. Ägypten, die man nicht kennt. Es gibt sehr viele Denkmäler in Ägypten. Sie wissen vielleicht, 1/3 der Weltdenkmäler liegen in Luxor. Es gibt viele Gräber, die noch nicht entdeckt wurden. Und es gibt sehr viele ausländische Wissenschaftler, die aufgrund von Verträgen mit der ägyptischen Regierung bei uns noch arbeiten. Tout a débuté ici. Ce n'est que dans les années 1870, lorsque des pièces fascinantes de sources inconnues font leur apparition en Europe, que l'on commencera à se méfier. L'arrière-grand-père, Ahmed, a égaré l'une de ses chèvres. Criant et jurant, il descend voir si elle n'est pas dans ce puits. Il tombe alors sur une cinquantaine de momies de rois et d'aristocrates, l'une des plus grandes trouvailles du siècle. Pendant très longtemps, la famille gardera la cachette secrète, bravant les pressions et même les tortures. L'Empire en Orient. Lord Carnarvon, Howard Carter, Winston Churchill, Agatha Christie et Sir Peter Ustinov avaient leurs entrées ici. On se retrouvait l'après-midi dans le salon victorien. Tout le beau monde descendait au Winter Palace, construit par les Égyptiens en 1886. L'ancienne résidence d'hiver des rois d'Égypte, devenue le point de ralliement des aventuriers. Le bar du Winter Palace faisait office de bourse aux informations et de foire au ragoût. C'est là que se tramait l'attribution des concessions de fouilles et autres droits exclusifs. Pour gagner la Haute-Égypte à l'époque, les voyageurs empruntent un bus du port d'Alexandrie jusqu'au Caire, puis remontent le Nil en bateau. Une agence de voyage britannique propose même les premiers voyages organisés pour Luxor.
tout début du XXe siècle, le monde se prend soudain de passion pour les momies. Sous couvert de leur soif de connaissance, des millionnaires américains et des lords anglais font explorer les vallées du Nil dans une ambiance de ruée vers l'or. Le 5e comte de Carnarvon déclare « Je veux de l'art, pas des rebuts ». En novembre 1922, Howard Carter, alors au service de Lord Carnarvon, découvre une magnifique tombe encore scellée. De l'or à profusion. Howard Carter et Lord Carnarvon ont réalisé leur rêve. Ils viennent de découvrir la tombe de Toutankhamon. La presse mondiale s'empare de l'événement. La fièvre égyptienne est à son comble. Peu de temps avant, une autre équipe, menée par le millionnaire américain Theodore Davis, avait découvert une tombe qui reste l'une des plus énigmatiques à ce jour. Le tombeau 55, qui pourrait être, selon certains égyptologues, celui du père de Toutankhamon, le roi hérétique monothéiste Akhenaton. Ce tombeau, toujours inaccessible au public, n'en a pas moins plongé récemment les musées allemands et leurs administrateurs dans l'embarras. Entre les éboulis, les hommes de Davis ont trouvé dans la partie centrale de la chambre funéraire les vestiges d'un coffre en bois, ainsi qu'un sarcophage très endommagé et une momie. L'eau qui s'est infiltrée au fil des siècles dans la chambre funéraire, à travers les fissures de la roche, a fait des dégâts. Au second plan, au sol, le sarcophage. La partie inférieure en bois est quasiment décomposée. Seules les parties dorées, filets d'or, feuilles d'or et les pierres précieuses ont tenu le coup. Quant à la véritable identité de la momie trouvée dans le sarcophage, l'énigme reste entière à ce jour. La partie haute, beaucoup mieux conservée, mais aussi les somptueuses dorures de la partie basse que l'on a pu sauver, ont été expédiées au Caire pour y être restaurées. Des documents attestent même indubitablement de leur arrivée. Et pourtant, jusqu'à ce jour, les visiteurs ne peuvent admirer que la partie haute du sarcophage au musée égyptien du Caire. Le sort de la partie basse, la cuve, est resté opaque pendant des décennies. Des documents établissent, sans aucun doute possible, que les fragments d'or étaient conservés dans 2 boîtes, placées dans la pièce contiguë au bureau du directeur français du musée du Caire, Gaston Maspero. Ensuite, leur trace se perd pendant plusieurs dizaines d'années. Le vol ne sera remarqué qu'en 1931. 30 ans plus tard, certaines pièces sont proposées à la vente sur le marché de l'art new-yorkais. Mais l'affaire tombe à l'eau. On apprendra plus tard que les pièces se trouvaient entre les mains d'un marchand d'art genevois depuis les années 50 environ. Finalement, un magazine américain fait la lumière sur l'affaire, soupçonnant du même coup la direction d'un musée allemand de recel. Acculés, les dirigeants finissent par déballer leurs sacs et en sortir le butin, qui se trouvait depuis 1980 dans les caves de la collection nationale d'art égyptien de Munich. La directrice affirme alors que le vol n'a jamais été prouvé et qu'il y a incontestablement prescription en cas de vol éventuel. Elle ajoute qu'elle avait de toute façon l'intention de rendre la pièce, mais en échange d'autre chose. Non, répondent les Égyptiens, pour qui ce procédé relève du blanchiment d'objets d'art. Il s'agit d'un objet volé, tout le monde en convient. Nous attendons des musées qu'ils nous restituent les objets volés. Nous avions entamé des négociations avec nos collègues allemands, mais malheureusement, elles n'ont pas abouti. Ils voulaient l'échanger contre une autre antiquité. On ne peut pas exiger un échange quand il s'agit d'un objet volé. Cette pièce doit revenir à son véritable propriétaire. Et je suis persuadé que nos collègues allemands partagent ce sentiment. Voilà pourquoi je suis convaincu que ce sarcophage finira tôt ou tard par revenir en Égypte. Et les objets d'art de grande valeur sont de plus en plus recherchés dans le monde entier, qu'il s'agisse de vases grecs, de terre cuite chinoise ou de sarcophages égyptiens.
Le marché explose et les filières légales sont loin de pouvoir satisfaire la demande. Le temple de Luxor. C'est ici qu'Amenophis III célébrait pendant plusieurs jours la belle fête d'Opet, suscitant une véritable liesse populaire dans les rues de Thèbes. Seul un obélisque s'élève encore à l'arrière-plan. L'autre trône depuis 170 ans à Paris, sur la place de la Concorde. Il s'agit d'ailleurs d'un cadeau royal, et non d'une pièce volée par l'armée de Napoléon, comme on le raconte souvent. Le soir, au souk, l'un de ces marchés égyptiens où l'on trouve absolument tout. De la volaille au souvenir, en passant par les fruits et les casquettes de cyclisme. À condition de s'adresser à la bonne personne, on trouve même des souvenirs spéciaux dans certaines arrière-boutiques. Les experts eux-mêmes ne sont pas capables de distinguer une copie d'un original au premier coup d'œil. Et plus d'un musée s'est déjà fait piéger. Mais la demande est là, et l'offre aussi. Des têtes tranchées, parfait pour un bagage à main. À en croire les archéologues de Luxor, les pilleurs de tombes misent encore sur de nombreuses découvertes. Descente de police au souk de Khan el-Khalili, le plus grand bazar du Caire. Il y a quelques années, les Égyptiens ont créé une brigade spéciale, la police des antiquités. Jusqu'en 1983, le commerce et la vente de trouvailles archéologiques étaient encore autorisés. Aujourd'hui, ils sont interdits, mais les anciennes filières fonctionnent encore. Copie ou original? Copie plus vraie que nature ou original maquillé en copie bon marché? Dans le labyrinthe des ruelles étroites et des petites boutiques de souvenirs, les policiers tombent régulièrement sur des marchandises suspectes. La tête est provisoirement saisie. Elle sera confiée au laboratoire de la police pour y être examinée en détail. Ce ne sont que de petits commerçants, et peut-être que des broutilles. La corniche d'Alexandrie, vitrine très animée de la ville portuaire méditerranéenne, qu'éclairent les façades blanches de somptueuses demeures, hôtels et palais d'été en stuc ouvragé. L'agglomération alexandrine compte 5 millions d'habitants. Beaucoup luttent quotidiennement pour survivre dans le quartier délabré du port et à la périphérie de la ville. Le taux de chômage est élevé. À quelques mètres de là, une zone interdite contrôlée par l'armée. Le port ouest est sous haute surveillance. Comme tous les ports du monde, le Nostos est une plaque tournante de la contrebande. C'est à partir d'ici ou des aéroports que la plupart des antiquités volées se dispersent dans la nature. Depuis un écran vidéo, les policiers surveillent un chargement en partance pour les États-Unis. Destinataire, une société de Dallas. Mais il ne partira pas. La police intervient et saisit la marchandise. Le meneur, un homme d'affaires alexandrin, a été arrêté. À la télévision égyptienne, un trafiquant condamné s'explique. Ces pièces appartiennent à nos grands-pères, à nous-mêmes et à l'État. Nous ne les volons pas dans des musées, nous les trouvons dans le sol. Je veux être riche, avoir une voiture, une belle maison. Et c'est le seul moyen. Je prends ce que je trouve, j'estime que ça m'appartient. Interrogé sur ses éventuels contacts internationaux, il répond « C'est facile de contacter les acheteurs à l'étranger. Dès que l'on trouve une pièce dont on sait qu'elle a de la valeur, on fait des photos et on les envoie à un acheteur à l'étranger. Ensuite, il nous contacte et nous dit combien il est prêt à payer.
L'affaire se fait via un intermédiaire. Il vient avec l'argent, puis apporte la pièce au client. Une centaine d'objets ont été saisis cette fois-ci. Valeur totale, 145 millions de francs. Seuls 5 à 10% des antiquités et biens culturels volés dans le monde sont retrouvés. Le reste disparaît à jamais.